Y a-t-il une autre question? Bien. Eh bien, on va s'arrêter là. Je me garderai bien de conclure. Je ne savais pas que ce serait absolument incapable de le faire. Je dirais simplement qu'en référence à ma question initiale, à savoir quel crédit peut-on accorder aux essais cliniques, bon, la réponse a été complexe parce que la question est évidemment très large, mais si on veut la résumer, on dirait que tout de même, il ne faut pas leur faire trop confiance. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, et que la méfiance, en tout cas l'esprit d'examen et de règles, et l'esprit critique, bien entendu, pour examiner les données. Donc on va s'arrêter là. Je voudrais juste faire deux remarques avant de fermer le micro. Une remarque concernant les médecins, particulièrement, comment dire, vrai pour les médecins de ma génération, c'est-à-dire qui ont fait leurs études dans les années 60-70, mais je crois qu'elle n'est pas entièrement fausse pour les médecins des générations suivantes. Nous sommes à peu près totalement ignares en matière de pharmacologie. Et tu rappelais tout à l'heure que, grosso modo, le médicament prend une importance croissante, enfin, est vraiment un objet central de la pratique médicale. Seuls les médecins ont le droit de prescrire des médicaments. Mais enfin, on peut dire que dans l'ensemble, les médecins ne savent pas ce qu'ils prescrivent. Et ils ne savent pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est qu'un médicament. Alors ça, c'est une réflexion de long terme, que la formation médicale intègre, entre autres disciplines, un peu plus de pharmacologie. Ça ne dit pas de faire des médecins, des pharmaciens, naturellement, ou des pharmacologues, mais en tout cas de les familiariser avec les mécanismes intimes des médicaments. Ça serait sans doute pas superflu. Et puis une deuxième remarque d'un tout autre ordre, et c'est une seconde remarque, ma dernière. Sur notre territoire, dans notre champ d'activité, dans notre champ de vision, il y a l'OMS. On n'en a pas du tout parlé, enfin, sauf pour rappeler, c'est ce que je faisais au tout début, que cette enquête, l'enquête du BMJ sur la grippe H1N1, qui était l'enquête qui portait essentiellement sur l'OMS, qui est un lieu de conflit d'intérêts, alors là, financier, directement financier. Tu as bien eu raison de rappeler que les conflits d'intérêts ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi intellectuels, personnels, sociaux, etc. Mais là, ce sont vraiment des conflits financiers. Le problème des préqualifications, par exemple le vaccin Rotazil contre le rotavirus dont je parlais brièvement tout à l'heure, a fait l'objet d'une sorte de concurrence, d'une intervention de Gavi et soutenue par l'OMS pour être éliminé, et qu'un autre vaccin approuvé par Gavi venant de Merck, je crois, hein, c'est ça, soit le remplace. Donc même l'essai était déjà en cours de route, que une pression, légitimée par l'OMS était exercée par un fabricant pour écarter un produit qui était dirigé par une organisation à but non lucratif pour être remplacé par un autre. Ça dit jusqu'à quel point l'OMS est quand même entre les mains, ou en tout cas partiellement entre les mains des grandes compagnies pharmaceutiques, et pas seulement pharmaceutiques d'ailleurs, il y a aussi la chimie, l'agro-industrie, donc ça fait quand même beaucoup d'influence qui s'exerce sur l'OMS, et on pourrait faire une autre réunion de ce type, sur le type quel crédit peut-on accorder aux prescriptions produites par l'OMS. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre conférence. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont eu le courage de venir jusqu'ici braver le Covid et la nuit. Et puis à tous ceux qui nous regardent, je dis bonsoir, et à la prochaine conférence qui aura lieu en novembre. Bonsoir. Et merci aux interprètes. Et merci aux interprètes, absolument, bien sûr.